fonctionne, quoi. Alors moi j'ai tendance à me mettre debout au début, je vais peut-être me mettre. Bien, bonjour à tous, bienvenue à la session sur le cross-canal. Alors les choses ont évolué puisque si on parlait encore il y a quelques années du multicanal, aujourd'hui on parle de cross-canal. Alors le multicanal c'était il y a encore 4-5 ans, des entreprises qui proposaient plusieurs canaux de distribution, chaque canal de distribution devant finalement servir un segment particulier de consommateurs. On ne souhaitait pas que les consommateurs migrent entre eux. J'ai l'impression que... On ne souhaitait pas que les consommateurs migrent entre les canaux de distribution parce qu'on croyait que ces migrations entre les canaux, c'était de la cannibalisation. On se situe aujourd'hui en 2013 et on est passé du multi au cross parce qu'on s'est rendu compte que le consommateur s'est mis à migrer entre les canaux au gré de ses envies, de son humeur et qu'il recherche une nouvelle expérience d'achat. Donc aujourd'hui, on parle de cross-canal. Les derniers termes parleront effectivement d'omnicanal. Quelles sont les meilleures expériences des professionnels en termes de stratégie cross-canal? Alors nous avons le plaisir d'accueillir 3 personnes. Monsieur Le Hérissier du groupe Oura, Madame Moins du groupe April et Monsieur Zayan du groupe Galeries Lafayette. Alors la première chose, je vais vous demander peut-être de vous présenter. Donc on va honneur aux dames. Madame Moins. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'ai rejoint le groupe April il y a peu de temps. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe April, c'est un groupe d'assurance, parfois assez peu connu du grand public puisque c'est une entreprise au départ qui a un métier de grossiste en assurance et qui, depuis quelques années, réfléchit à toute la problématique de développement de la distribution directe justement. Et donc je les ai rejoints il y a quelques mois pour travailler sur la transformation digitale et sur l'accélération de la vente directe. Bien, monsieur. Bonjour à tous, je suis Franck Zayan, je suis en charge de la partie e-commerce et Internet et mise en œuvre du projet omnicanal. Alors je vais employer le terme omnicanal, après on pourra refaire les définitions si vous voulez, au sein du groupe Galeries Lafayette. Bonjour, Nicolas Le Hérissier, je suis le directeur marketing et communication de Oura.fr. Oura.fr, c'est le plus ancien et le plus grand cybermarché en France, qui est adhérent du groupe Louis Delhaize, mieux connu pour ses enseignes comme Cora, Truffaut, Match, Animalis. Bien, donc moi je suis Régine Van Hem, je suis maître de conférence à Paris 1 Sorbonne et je menais depuis une dizaine d'années des études et recherches sur l'évolution du consommateur dans un contexte multicanal, ce que j'appelle un libre-service élargi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a inventé le libre-service. Quelles sont les attentes des clients dans ce contexte? Comment revisiter les points de vente face à cette digitalisation de l'acte d'achat? Alors, plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi faire du cross-canal? Qu'est-ce qui vous motive et pourquoi aujourd'hui, dans le salon du e-commerce, on parle du cross-canal? Monsieur Zayan. Donc je me lance. Alors en fait, la raison première, si je voulais être un peu provocateur, je dirais qu'on n'a pas tellement le choix en réalité. C'est vraiment une question de survie. Pendant les 10-15 dernières années qui se sont écoulées, le marché, le commerce d'une manière générale, a vu émerger un certain nombre d'acteurs, de nouveaux acteurs, donc de pure players, qui sont venus clairement empiéter et prendre des parts de marché aux acteurs qui étaient déjà installés. Et les acteurs déjà installés étaient évidemment les acteurs du monde physique.
Donc d'une manière générale, les acteurs du monde physique ont regardé ça au début d'un peu loin, en tergiversant pas mal, jusqu'à diverses expériences qui les ont menés à prendre des décisions assez radicales en se disant là il faut vraiment y aller. Et aujourd'hui, on se rend compte d'une chose, c'est que le marché, le commerce d'une manière générale, se répartit auprès de divers acteurs. On a désormais des pure players de taille très considérable, ils sont très peu nombreux. Il y en a en général quelques locaux par pays et assez peu de globaux. Enfin, il y a celui qu'on cite tout le temps qui est Amazon, évidemment. On a ensuite les acteurs du commerce traditionnel qui viennent sur ce marché-là et qui ont commencé à investir ce marché de façon très significative ces quelques dernières années. Et ces gens-là, et alors le groupe Galeries Lafayette en fait partie évidemment, se sont rendus compte d'une chose, c'est que en essayant de rattraper le retard qu'ils avaient sur les pure players, et bien, ils se sont rendus compte de quelque chose qui était une évidence, c'est qu'ils ont un avantage considérable par rapport aux pure players, c'est qu'ils ont des magasins. Et que le lien entre le magasin et le site internet est aujourd'hui, et quand je parle de lien très profond, représente aujourd'hui un avantage concurrentiel absolument primordial. Et on est aujourd'hui, dans ce cadre-là, de la mise en œuvre de cette transformation au sein des acteurs du monde physique qui, après avoir cherché à pénétrer le marché du e-commerce, commencent à s'y installer de façon très sérieuse et commencent à déployer la totalité de leur capacité en matière de recrutement de clients, de fidélisation de clients et en s'appuyant évidemment, dans la plupart des cas, sur des marques qui sont extrêmement fortes. Donc c'est vraiment une question de survie. Si on n'y va pas, la transformation qui est aujourd'hui en route va coûter très cher aux acteurs qui décident de regarder ça d'un peu loin. Alors le cross-canal, question de survie, effectivement, on peut se poser la question face à un client qui a pris l'habitude, 78% des clients vont sur Internet avant de se rendre en magasin et tu te fais VAD. Si on n'est pas présent sur le net en même temps qu'on a un magasin, ce client ne viendra pas chez nous, mais il ira dans un autre point de vente. Donc le cross-canal fait partie aujourd'hui de ce que recherche le client et de l'expérience client. En tout cas, mes travaux vont également largement dans ce sens. Isabelle Moins, pourquoi faire du cross-canal quand on est chez April ? Mais je pense que, alors que l'on soit chez April, qui est plutôt dans une industrie du service ou dans une industrie classique, je crois effectivement qu'on n'a pas le choix pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est que le client a complètement changé. En fait, ce qui est tout à fait nouveau maintenant depuis quelques années, c'est qu'avec l'arrivée du digital, c'est le client qui choisit. Donc, à une époque, on se disait, les entreprises pouvaient vraiment choisir leur stratégie de distribution, choisir d'implémenter leur réseau physique ou non. Et aujourd'hui, elles n'ont plus le choix parce que le client, lui, est devenu omnicanal. C'est lui qui décide, c'est lui qui interagit. Alors on connaît le pouvoir du client sur les marques. On a complètement inversé la relation entre les marques et le client. Et comme vous le dites, un client aujourd'hui, il va aller en point de vente, il va téléphoner s'il y a des plateaux téléphoniques, et puis il va aussi aller sur le web. Et souvent, il prépare d'ailleurs ses commandes sur le web. Alors, quels que soient les chiffres, certains disent 80% vont sur le web avant d'aller en point de vente, d'autres disent 50%. Peu importe. En tout cas, c'est une majorité de clients qui vont d'abord sur le web et qui vont ensuite dans les autres canaux. Donc, on est absolument contraint de leur proposer une expérience bout en bout, quel que soit le canal. Merci. Alors chez Oura, ça se passe comment, l'omnicanal, le cross-canal, sachant que a priori vous n'avez pas de point de vente physiquement implanté, donc vous allez peut-être. Alors il y a des tests sur le Drive, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc qu'est-ce que c'est le cross-canal chez Oura ? Faire du cross-canal chez Oura, c'est ce que la grande distribution n'a pas fait pendant des dizaines d'années. Oura, c'est avant tout, pour ceux qui ne le savent pas, c'est faire ses courses dans un hyper mais sans y aller. Et faire ses courses dans un hyper jusqu'à présent, c'était souvent être dépendant d'une grande enseigne qui était près de chez vous et qui ne s'adaptait pas à vous. C'était au client de s'adapter. Chez Oura, la logique est totalement différente. Même si nous appartenons à un grand groupe de distribution, notre logique est au contraire de rendre service à nos clients, de rendre leur vie moins anxiogène, de leur faire gagner du temps. Donc nous sommes, dans notre ADN, obligés de nous adapter à nos clients. Or, nos clients ne sont pas uniques. Même si on fait des études, on a une typologie de clients qu'on connaît de mieux en mieux,
On se rend compte que notamment au niveau géographique, les réalités des clients sont extrêmement diverses. Et donc nous sommes obligés pour tous nos projets, que ce soit des projets de multicanal communication, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va vers Aura, comment est-ce qu'on accède à Aura, le site web, les différentes plateformes, le m-commerce. On est obligé d'être extrêmement innovant, sinon les pionniers, ce qui est le cas, mais également la façon dont on les sert. On ne peut pas se permettre d'avoir une façon de servir le client en France en disant c'est le client français. Donc c'est pour ça que le multicanal chez Aura, c'est avant tout un projet quotidien, c'est une adaptation quotidienne du modèle Aura et c'est le client Aura qui est le modèle. C'est-à-dire qu'à l'origine de chaque innovation, c'est les clients Aura qui ont exprimé des besoins, on les a quantifiés, on les a formalisés avec eux et c'est eux finalement qui sont le premier chef de projet de tous nos nouveaux services. Donc voilà, je dirais que chez Aura, le multicanal ou le cross-canal, c'est pas entre guillemets de l'habillage, c'est pas pour faire joli ni pour faire du buzz, c'est avant tout la prise de pouvoir du client. Alors c'est quoi le multicanal concrètement? Concrètement, c'est par exemple au niveau de la façon d'accéder à Aura, c'est la possibilité déjà, quel que soit votre moyen d'accès à Internet, de retrouver Aura, de retrouver tous les produits et tous les services Aura, où que vous soyez. On a été les pionniers du m-commerce. On a lancé la première appli smartphone qui a été un franc succès. On est à 100% de taux de recommandation de nos clients, avec un panier moyen qui a accru de façon significative. Et on a été également les premiers à lancer la première application full iPad, qui connaît en quelques mois, puisqu'on l'a lancé en février, qui connaît un succès fulgurant, puisque petit à petit, on est en train de remplacer le PC avec, encore une fois, un panier moyen qui augmente. Donc ça, c'est déjà, je dirais, pour rentrer chez Aura, le cross-canal, c'est vraiment dans nos gènes. Ensuite, vous parliez du drive. On a lancé également le premier pilote d'un drive, je dirais, différent en France. Le drive, jusqu'à présent, c'était principalement des modèles, je dirais, avec des services amoindris. On va vous offrir de l'hyper, mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'hyper. C'est-à-dire que vous n'aurez pas l'offre de l'hyper et puis un service qui n'est généralement pas à la hauteur. Donc nous, on a pris le pari, en étudiant le modèle, de se dire il y a une partie de nos clients qui sont attirés par ce modèle, mais ils ne sont pas satisfaits. Donc on les a mis dans la boucle, on les a étudiés, on a étudié tous nos concurrents et on a lancé un pilote cette année à Marignane, dans les Bouches-du-Rhône. On a lancé un drive où on s'est dit non, notre but, ce n'est pas de dire qu'on va offrir les prix d'un hypermarché, mais c'est de vous offrir un service qui va être premium. Vous aurez plus de 98% de taux de qualité sur vos commandes, ce qui est le cas, on est à plus de 99%. Et vous aurez une offre qui n'a rien à voir avec un drive traditionnel. Un drive traditionnel, c'est autour de 7000 produits, on en est à plus de 20 000. Donc voilà, c'est vraiment dans l'ADN d'Aura de faire rentrer le client dans toutes ces innovations et que le cross-canal soit à son service et non pas au nôtre. Alors là, on voit effectivement des modèles assez différents entre des enseignes qui ont des points de vente physiques qui finalement se mettent à travailler via le digital. À l'inverse, on a des e-commerçants qui implantent des concepts de drive, donc on a effectivement des choses qui évoluent. Quelles sont les étapes quand on doit mettre en place une stratégie cross-canal? Est-ce que c'est différent quand on est au départ un pure player ou au contraire qu'on est une enseigne comme Galeries Lafayette où on a des magasins et qu'il va falloir peut-être penser le commerce autrement, On pense très sérieusement que le commerce est à un tournant aujourd'hui et que les choses, si vous avez lu Petite Poussette de Michel Serres, on voit que le monde est à réinventer et qu'on est en train de le réinventer. Donc c'est vraiment une période extrêmement passionnante et j'imagine que vous ne le réinventez pas forcément selon les mêmes étapes et selon le même processus. Alors en fait, ce que ça veut dire pour une enseigne comme la Galerie Lafayette, c'est... On peut aborder le sujet de plusieurs manières. En général, ce qu'on a essayé de faire, c'est de se dire, pour pouvoir avancer dans ce déploiement de cette stratégie omnicanal, on va partir des besoins du client. Finalement, aujourd'hui, il veut quoi le client ? Déjà, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que quand il rentre dans un magasin, il a un téléphone mobile dans la poche et il a accès à plein de choses auxquelles il n'avait pas accès avant. Donc effectivement, les reines, pendant très longtemps, le rôle du vendeur, ou du magasin ou de l'enseigne était relativement simple. Il suffisait d'accueillir des gens qui arrivaient dans le magasin et de faire le boulot d'un vendeur ou d'un magasin, c'est-à-dire prendre en charge ce client. Aujourd'hui, le client, il se prend complètement en charge. Et donc, on doit répondre à ses attentes et on doit répondre à ses besoins en lui offrant un certain nombre de fonctionnalités ou de services
qu'il est en droit d'attendre parce qu'il peut les trouver, il commence à les trouver un peu partout. Donc on fait la liste des bénéfices clients qu'on souhaite leur offrir, leur proposer, et puis on met en face de ça un certain nombre de services. Alors, au Galeries Lafayette, on pourrait dire, on a démarré par le click and collect. Donc un client qui va sur Internet a la possibilité d'aller récupérer son produit en magasin. Ça, on va dire que c'est presque la pierre angulaire de l'omnicanal, parce que par définition, ça sous-entend qu'on va essayer de pousser les clients vers le magasin. Et le click and collect est véritablement cette fonctionnalité-là. Donc quand on aborde ces sujets-là, on va se dire, OK, pour pouvoir faire tous ces projets, le click and collect, offrir la possibilité à un client dans un magasin d'acheter un produit ou une marque qui n'est pas disponible dans ce magasin, donc en lui présentant un certain nombre de produits sur des tablettes ou sur des bornes, de quoi on va avoir besoin. Donc on fait la liste de ces services et on se dit, OK, on va construire un projet assez global. Et ce qu'on a fait aux Galeries, c'est qu'on a construit un ensemble de projets. Donc l'omnicanal, d'une certaine manière, c'est plus d'une vingtaine de projets qu'on a commencé à bâtir en construisant des projets qui sont des projets majeurs, qu'on a appelés des projets socles. Donc il y a le référentiel client unique, le référentiel produit unique, bref, il y a tout un ensemble de projets qui sont absolument essentiels si on veut fournir ces fonctionnalités aux clients. Et alors quand on se dit ça, on se dit ok, parmi ces projets, il y en a qui sont vraiment compliqués, lourds, parfois extrêmement coûteux, très engageants, etc. Mais au bout du compte, ça reste des projets. Donc, c'est une liste de 25 projets constitués eux-mêmes de tas de sous-projets qu'il faut déployer. Mais aussi compliqué qu'il soit, ça reste un projet qui est régi par un budget, par une équipe, par une allocation de ressources, par un planning, etc. Et ça représente en réalité la première jambe, le premier pan du déploiement de l'omnicanal. Parce qu'il y en a un autre dont on se rend compte assez rapidement quand on commence à déployer ça, c'est que des enseignes physiques, alors on en parlait juste avant, donc c'est assez drôle parce que même quand on offre du service, on a les mêmes problèmes. Des enseignes physiques ont un mode de fonctionnement qui leur est propre et qui est propre à la manière dont ils opèrent leur canal physique. Et donc si on se charge de créer ou d'adresser uniquement l'aspect projet de l'omnicanal, on n'y arrivera pas. Parce qu'il y a un prérequis, et ce prérequis, c'est l'organisation de l'entreprise. Et le prérequis à tout ce projet-là, c'est la gouvernance et l'organisation de l'entreprise. Tant que ça, c'est pas fait, on va pouvoir peut-être démarrer des projets, mais ce qui est certain, c'est qu'on ne pourra pas aller au bout des projets. Et donc, il faut revoir l'ensemble de la structure de fonctionnement de l'entreprise, les modalités de décision, les modalités d'arbitrage, qui fait quoi. Le marketing, qui faisait du marketing, mais qui, depuis quelques années, se retrouve face à des gens qui font du web, mais qui font aussi du marketing, parce qu'il y a des allocations de budget qui sont faites un peu partout. Tout ça, il faut le rationaliser, il faut construire un projet qui ait de la cohérence. Et ce projet et cette cohérence de l'ensemble de cette ambition-là passe en priorité par la gouvernance et l'organisation de l'entreprise. Et c'est à ce seul titre et avec ce prérequis en tête qu'on peut démarrer ou avancer en tout cas sur les projets qui sont eux des projets opérationnels très concrets. Alors je crois qu'Isabelle Moins partage cet avis. Donc Oui, je partage complètement cet avis. Je vous disais tout à l'heure que je suis chez April depuis assez peu de temps et donc j'étais juste avant chez un opérateur télécom où j'ai travaillé sur une problématique digitale puis cross-canal et je retrouve exactement les mêmes problématiques qui sont des problématiques d'organisation. En fait, je pense qu'aujourd'hui, ce que soulève le cross-canal, c'est une véritable transformation de l'entreprise, une transformation profonde. Donc on le voit souvent, en effet, sous l'aspect projet technique, il faut des plateformes, il faut du mobile, etc. Mais le vrai sujet le plus lourd et qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et sur lequel il n'y a pas de réponse unique, c'est vraiment la problématique d'organisation parce qu'on remet en cause plein de choses. Et en général, on passe par 3 phases. On passe par une première phase qui est une phase de vente de l'idée en interne. Alors souvent, vous avez le directeur général qui dit « mais oui, bien sûr, le cross-canal, nos clients, etc. » Mais il y a quand même toute une phase de résistance profonde de l'organisation interne qui, depuis des années, vit sur des schémas classiques, le commerce, la distribution physique. Alors là, je ne parle pas des pure players, je parle des entreprises traditionnelles qui vont vers le cross-canal.
Donc on est dans des entreprises avec des organisations souvent assez classiques. Et il y a une phase de résistance opérationnelle qui est en général assez longue et plus ou moins facile. Très longue. Après, on passe par une deuxième phase, alors ça peut être un peu en même temps, qui est la phase de on va s'attaquer quelque part au sujet, en effet, projet de plateforme, et donc on va toucher à l'informatique. Et donc, toutes ces entreprises sont organisées sur des schémas informatiques traditionnels, des systèmes de gestion pour l'assureur, des systèmes de bases de données et de grosses bases de données pour les télécoms. Enfin bon, pareil pour les banques, pareil pour la distribution, j'imagine. Et tous les systèmes d'information sont depuis des années organisés autour de problématiques de sécurité. Ce sont des gens qui travaillent sur des phases longues, avec des paliers, etc. Et d'un coup, on les confronte à la problématique de l'omnicanal et du digital, où il faut répondre aux clients très vite, avoir des plateformes transverses, travailler sur des modèles différents, avec des gens qui ont des cultures différentes, parce que les gens qui viennent... C'est souvent les gens qui viennent du digital qui poussent le multicanal, et donc ils n'ont pas des cultures SI, ils ont une autre culture. Donc on a une vraie phase là de faire vivre ou faire communiquer ou en tout cas trouver la gouvernance entre les modèles SI traditionnels et le modèle SI qu'amène le digital et le multicanal. Et après, la troisième phase, c'est la phase de transformation de la partie commerciale finalement. Parce que est-ce qu'on se heurte à des problématiques ou on est confronté à des problématiques de changement du métier du vendeur d'une part, ça change profondément son métier parce que souvent le client a été préparé son achat sur Internet, donc il arrive en point de vente, il est parfois bien mieux renseigné que le vendeur lui-même. Donc le vendeur traditionnel qui faisait juste son boulot de vente classique en push, ça marche plus du tout. Donc il faut des vendeurs conseils, il faut changer complètement le profil des vendeurs. Alors ça, je vous parle de l'idéal, bien entendu. Mais en tout cas, ça fait partie, à mon avis, du chemin. Il faut changer le profil des vendeurs, il faut repenser toute la logique de REM, de rémunération. Est-ce que finalement la vente, elle va être attribuée à un canal ou à un autre? La vente, elle peut être commencée sur le web, finie au téléphone, et puis on va chercher son produit en point de vente ou dans un drive. Comment on gère ce problème de la rémunération? Qui est payé dans ce cas-là? Enfin, on soulève vraiment des vraies problématiques organisationnelles. Et donc, je suis assez d'accord avec Franck quand on dit que finalement, le sujet de l'omnicanal, certes, c'est du projet lourd, mais c'est surtout un sujet de gouvernance et que ça prend du temps. Vous souhaitez rajouter quelque chose? Pour préciser, je dirais qu'effectivement, le premier écueil, c'est de croire que le multicanal, c'est un nouveau projet. C'est également de croire que c'est le nouveau jouet du marketing ou du digital. C'est quelque chose qui doit être totalement transversal. Et ça ne peut être que transversal. Et ça passe effectivement par des phases d'éducation, des phases de conviction. Tout le monde doit être dans le multicanal. Tout le monde doit être dans la création du multicanal et dans son suivi. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça, c'est un écueil qui est fondamental. Le deuxième écueil que je voudrais ajouter, c'est l'écueil du geek. Pourquoi? Parce que qui dit multicanal dit technologie. Aujourd'hui, le e-commerce s'enrichit d'énormément d'innovations technologiques, mais attention, les innovations ne sont que des innovations. Ce sont des moyens, ce n'est pas le but. Donc le premier risque, c'était attention, ce n'est pas le joujou du marketing ou du digital. Le deuxième risque, ce n'est pas non plus le joujou de la DSI. Et qui est aujourd'hui extrêmement transversal généralement chez un e-commerçant? C'est la DSI. La DSI est incontournable. Donc l'intérêt pour être, je dirais, efficace et encore une fois orienté client, c'est, pour éviter les deux grands écueils, c'est de faire travailler justement main dans la main la DSI et le marketing. Si la DSI et le marketing ont compris que c'était ni le joujou de l'un ni le joujou de l'autre, ils vont peut-être comprendre que c'est le joujou tout simplement du client. Et là, on va réussir à faire quelque chose d'intéressant. Alors justement, revenons-y à ce client. J'ai envie de dire, le client, il apprécie le cross-canal, il migre entre les canaux. Qu'est-ce qu'il recherche? Quels sont les bénéfices consommateurs? Est-ce que ce sont des bénéfices utilitaires? Est-ce que ce sont d'autres types de bénéfices? Et quelques exemples, pourriez-vous nous donner quelques exemples où on va mobiliser plusieurs devices, tablettes, ordinateurs, mobiles, pour répondre à ce bénéfice recherché par le consommateur? Alors, il y en a plusieurs. Et ça souligne le point qui a été évoqué à l'instant, c'est que le rôle
de la personne qui est confrontée au client, surtout dans un magasin, il change. Et il va changer de façon assez radicale. Et donc, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que si on réussit cette transformation omnicanal, tous les rôles de toutes les personnes de l'entreprise vont changer. Le vendeur demain, il ne vendra pas de la même manière. Donc, pour prendre un exemple, pour répondre à votre question, un des exemples qu'on est en train de déployer en pilote dans quelques magasins en galerie, c'est ce qu'on a appelé, on a défini le projet comme étant, enfin on a labellisé le projet comme étant la disponibilité produit. Un client qui va en magasin et qui choisit un produit, mais dont la taille n'est plus disponible ou la couleur n'est plus disponible, on fait quoi? À supposer que la couleur soit disponible dans un autre magasin, dans l'entrepôt centralisé, on laisse le client repartir sans acheter le produit, sans lui fournir le service qu'il demande. Il rentre dans le magasin pour ça. Hein. Il est là et il est prêt à l'acheter. Il se trouve qu'il n'est pas dans le magasin, mais il est peut-être dans le magasin qui est à 200 km plus loin. Donc la disponibilité produit, c'est la possibilité d'offrir à ce client-là l'accès au produit qui est quelque part dans la chaîne, mais qui n'est pas dans le magasin. Et donc on va lui présenter ce produit à travers par l'intermédiaire d'un device digital, borne, tablette, téléphone, peu importe. Le device, c'est pas tellement le problème en soi. Donc on va lui présenter ce produit et on va lui offrir la possibilité d'acheter ce produit, de le recevoir chez lui ou de venir le chercher en magasin quand il aura fait son choix. Et il faut bien comprendre ça et voir ça comme étant une transformation absolument radicale de la manière dont l'échange avec le client va s'opérer, dont la manière dont la relation avec le client va s'opérer. Et ça veut dire une chose qui est importante, c'est que tout le monde est concerné par l'omnicanal. Un exemple me vient en tête assez naturellement, c'est un exemple d'un acteur anglo-saxon qui est assez peu connu en France et qui s'appelle John Lewis. De mon point de vue, John Lewis est probablement l'enseigne qui a le mieux réussi sa transformation omnicanale. Et quand on écoute le président, le CEO de John Lewis, il raconte que le jour où ils ont décidé de faire cette transformation, ils l'ont décidé parce qu'ils étaient confrontés à la crise de 2008, qui en Angleterre était absolument phénoménale. Et le choix qu'il a fait a été d'embarquer toute l'entreprise. Et il a dit, si on revient à la rémunération, il a dit « Je veux que tout le monde soit impliqué. Je veux que tout le monde, en gros, soit concerné et je veux que tout le monde soit incentivé sur la réussite de ce projet. » Et la manière dont il racontait est assez drôle parce qu'il dit « Mais moi, ce que je voulais, c'est que chaque personne dans le magasin soit rémunérée pour le nombre de fois qu'il mentionne johnlewis.com à un client. Soit rémunérée pour le nombre de fois qu'ils vont souligner un service proposé au client. » Et ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise doit être impliqué parce que le comité exécutif de l'entreprise doit porter cette transformation et doit porter ce changement à tous les niveaux de l'organisation. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, imbrication entre sphère virtuelle et sphère réelle, on est complètement dedans. Pour la jante féminine, vous nous aviez parlé de nouveaux services qui imbriquaient cette sphère virtuelle et physique à travers des cabines d'essayage, me semble-t-il. En fait, ce qu'on a mis en place dans certains magasins, c'est d'offrir avec le click and collect un complément de service. Parce que le click and collect, au bout du compte, si on veut être très basique, c'est j'achète un produit, je vais chercher mon carton dans le magasin. Mais en réalité, c'est l'opportunité pour l'enseigne de renforcer le lien avec le client, et en particulier avec la cliente. Donc le client ou la cliente qui vient chercher son produit en magasin doit avoir la possibilité de regarder le produit qu'elle a choisi. Donc il faut ouvrir le carton, lui permettre de regarder le produit, de s'assurer que c'est la bonne couleur, que c'est ce à quoi elle s'attendait, lui offrir la possibilité d'essayer le produit. Donc on a installé à côté des points de collecte dans les magasins des cabines d'essayage pour permettre aux clients d'essayer les produits et éventuellement, s'ils le souhaitent, d'aller dans le magasin, faire un échange, un remboursement, acheter un produit complémentaire. Et la clé, au bout du compte, elle est là. C'est qu'un client omnicanal, donc un client qui va interagir de façon active sur plus d'un canal, c'est un client qui est beaucoup plus rentable qu'un client monocanal, voire qu'un client multicanal. Donc un client qui ne va interagir que de façon séparée entre les canaux. Ce client omnicanal rapporte plus d'argent à l'entreprise. Il y a vraiment un enjeu de rentabilité derrière ça. Donc ce sont de lourds investissements avec, en bout de chaîne, un vrai enjeu de rentabilité.
Oui, alors les études aux États-Unis ou en France, ça montre effectivement qu'un canal qui fréquente plusieurs canaux a un niveau d'achat supérieur à un client monocanal. Des études ont également montré que c'est le fait de transférer qui entraîne un accroissement de leur montant d'achat. Donc ils dépensent réellement plus parce qu'ils utilisent et ils recourent à plusieurs canaux. Alors justement, en termes de bénéfices clients, comment ça se passe chez April? Est-ce qu'on peut imaginer un client qui fasse finalement tout son processus d'achat sur le mobile? Est-ce que demain, parce que c'est en cours, ou est-ce qu'au contraire, le mobile a un rôle particulier dans le processus d'achat d'un client qui finalement aura quand même besoin d'aller en agence? Alors, juste peut-être, avant de traiter l'exemple précis d'April, pour répondre à votre question qui était que demande le client et qu'est-ce que lui apporte l'omnicanal de façon un peu plus générale, je crois que, moi je reviens au point de tout à l'heure qui est, je pense profondément que c'est le client qui a pris le pouvoir et que le client il veut tout et tout de suite. Donc il y a un vrai bénéfice avec l'omnicanal à répondre au tout et tout de suite. C'est ce que disait mon voisin tout à l'heure. Il disait finalement le client ne peut pas comprendre à un moment donné qu'il a vu un produit à un endroit et il rentre dans un point de vente, il ne l'a pas. Le client il veut absolument tout et tout de suite. Donc l'omnicanal ça lui permet de répondre à ça. Nous de ce qu'on avait constaté et ce que je constate également dans l'assurance, c'est que finalement, un des points du multicanal, c'est aussi la connaissance de ce client. C'est-à-dire ce que ne supporte plus un client dans les domaines du service, c'est d'avoir passé des heures au téléphone avec un opérateur, de ne pas avoir été satisfait parce qu'on n'a pas le produit ou le service n'est pas disponible ou il y a une deuxième étape, donc revenez monsieur. Ou aller voir en point de vente, il revient en point de vente et là on lui redemande qui il est, ce qu'il a fait, ce qu'il veut, etc. Donc un des forts bénéfices de ces sujets de multicanal, c'est un client qui est arrivé par un canal, il est connu quand il arrive dans le canal complémentaire. On ne lui redemande pas tout et on est capable de lui délivrer le bon service. Alors pour ce qui est de l'assurance dans les bénéfices qu'on peut avoir en plus, au-delà de ce bénéfice que je viens de vous décrire, il y a évidemment l'utilisation du mobile pour, par exemple, compléter son dossier. Vous avez un accident de voiture, vous prenez en photo directement votre sinistre, vous l'envoyez et il arrive à votre service de gestion qui est capable de traiter tout de suite votre incident. Ce qu'il faut voir qui est un petit peu particulier à l'assurance, c'est que l'assurance, c'est finalement un des rares domaines où vous achetez un service que peut-être vous ne consommerez jamais. Donc c'est un peu différent. C'est un peu différent de la distribution où vous allez acheter votre paquet de chips ou votre robe, etc. Là, vous prenez un abonnement pour quelque chose, pour vous couvrir sur quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Donc peut-être que vous ne consommerez jamais ce service. Donc c'est vachement difficile finalement d'arriver à trouver comment expliquer le bénéfice aux clients. Mais en tout cas, je crois que dans l'assistance, le moment où il consomme, c'est le moment où il a un problème. Et donc, il faut absolument qu'à ce moment-là, on soit ultra performant, on lui permette d'aller vite, de déclarer son sinistre avec les moyens qu'il a en main, le mobile, etc. Donc, c'est beaucoup là-dessus que l'on travaille. Merci. Alors, le multicanal ou le cross-canal chez Oura, à travers les tablettes, le mobile, le site internet sur écran, quel est le bénéfice client et comment ça améliore finalement une expérience d'achat? Faire les courses alimentaires, on sait tous que c'est pas très drôle. Comment Oura fait qu'on passe moins de temps à assurer 2 heures de corvée en magasin le samedi après-midi en hypermarché? Qu'est-ce que ça apporte de plus d'avoir 3 canaux dans une même expérience d'achat plutôt d'en avoir qu'un seul? Alors, paradoxalement, en fait, nos clients viennent nous voir parce qu'ils veulent nous voir le moins possible. Moins ils nous voient, mieux ça se passe pour eux. C'est vrai que la grande distribution, même si j'appartiens à un groupe de grande distribution, aller faire ses courses en hyper le samedi après-midi, c'est pas forcément une des occupations les plus sympathiques que vous pouvez envisager. Il y a mieux. Donc c'est une des raisons principales pour laquelle on va voir Oura. Et finalement, Oura, ça se passe bien quand il n'y a pas besoin d'appeler le service client. Et c'est vrai qu'on a très peu de contacts. Quand il n'y a pas besoin d'attendre le livreur et que ça se passe très très vite. Et finalement, quand il ne nous parle pas. Et là, il nous trouve formidables. Pour nous, c'est compliqué. Nous, c'est compliqué parce qu'un client qui nous trouve formidable, mais à qui on ne peut jamais parler,
c'est compliqué, entre guillemets, de le fidéliser, c'est compliqué de lui faire dépenser plus. Donc déjà, il y a un atout qui n'est pas négligeable pour nous, c'est qu'on multiplie les points de contact avec lui. Pour lui, le fait d'être présent sur smartphone, sur tablette, sur différents devices, ça lui permet tout simplement d'approfondir la valeur ajoutée qu'il cherche avec Aura. Et cette valeur ajoutée, c'est effectivement, c'est quand je veux, où je veux. C'est moi qui décide. C'est pas quand je suis coincé devant mon PC le soir parce qu'il faut que je rallume mon PC et ça sent furieusement au bureau. C'est je suis dans les transports, je suis à la machine à café, je suis dans mon lit, je suis dans mon canapé. Je fais ce que je veux. En quelques secondes, je vais retrouver tous mes services, tous mes produits et surtout, je vais me dépêcher d'oublier Aura. Alors nous, on n'aime pas trop qu'on nous oublie. Donc effectivement, maintenant, on se rend compte que typiquement, l'application iPad, c'est devenu une occupation importante de nos clients le dimanche après-midi dans leur canapé. C'est pour ça que l'appellation M-Commerce, j'ai tendance à la relativiser pour l'iPad. C'est dans plus de 90% des cas du PC de canapé. Mais ça rentre vraiment dans la valeur ajoutée qu'on recherche chez Aura. Ça doit être simple, ça doit être libératoire, ça doit être rapide et ça doit être où je veux, quand je veux. Alors, est-ce que l'interface sur ces 3 devices, ordinateur, tablette, mobile, sont les mêmes chez Aura ou est-ce qu'au contraire il y a une différence et dans ces cas-là, pour quelle raison? Pour quelle raison? Si c'est uniquement pour faire du zoom, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si c'est pour faire du bricolage, de se dire, ce qui était déjà le cas, il faut que mon site web soit à peu près pratique, à peu près utilisable sur iPad, sur iPhone ou autre. Effectivement, on fait de l'à peu près. C'est pas ce que demandent les clients. Les clients sont très exigeants, sont de plus en plus experts. Si c'est pour leur fournir de l'à peu près, ils iront voir ailleurs. Si on leur vend du service, c'est pas pour leur vendre du bricolage. Donc chaque device a des utilisations très différentes. Encore une fois, est-ce que vous connaissez beaucoup de monde qui sort son iPad dans le métro? Personnellement, pas beaucoup. De temps en temps, je vois des touristes devant la Tour Eiffel qui prennent en photo la Tour Eiffel avec leur iPad. Je les trouve assez optimistes, voire inconscients. Mais globalement, chaque device a une utilisation qui est différente et a des atouts au niveau ergonomie, au niveau design qui sont très différentes. Donc il faut s'adapter à ces atouts. Si c'est juste pour faire du bricolage, autant faire un design adapté, adaptive design, mais ça n'apporte pas grand-chose. D'accord. Alors du coup, je me posais la question, est-ce que ça veut dire qu'on a des profils différents qui vont utiliser des devices différents, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser la tablette, d'autres qui vont utiliser le mobile? Ou est-ce qu'au contraire, on a un même consommateur qui va passer de l'un à l'autre? Et dans ces cas-là, si on a un même consommateur qui commence à faire ses courses sur le site internet, puis qui passe sur ce mobile, est-ce qu'il n'y a pas un coût au changement quand on change de device? C'est-à-dire, est-ce que finalement, j'avais bien intégré l'interface du site internet, je me retrouve sur mon mobile, il va falloir que je comprenne comment Aura, quelle interface il a proposé sur le mobile. Est-ce qu'il n'y a pas un coût au changement finalement? C'est une sacrée gymnastique pour nous. C'est-à-dire qu'on doit être à la fois innovant, on doit à la fois apporter de la valeur ajoutée par device et à la fois on ne doit pas perdre le consommateur. Donc typiquement, c'est important que, comme vous le dites, que le client trouve de façon totalement instinctive ses repères. Mes listes sont là, mes produits sont ici, mes services sont ici. Et le client n'a pas envie de se taper une notice ou un didacticiel pour comprendre comment ça fonctionne. Typiquement, sur l'application iPad et les applications iPhone, on a mis en place des didacticiels qui, a priori, malgré l'argent qu'on a mis dedans, désintéressent assez globalement nos clients. C'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'ils ont repéré leurs repères. Ils ont leurs repères vraiment identifiés sur ces différents devices. Par contre, ils ont également des repères qui sont des repères propres au device, pas propres à Aura. Ils ont l'habitude d'utiliser l'iPad, ils ont l'habitude d'utiliser l'iPhone, et ils savent qu'il y a des repères de navigation type et qu'ils vont les retrouver. Donc c'est vraiment une jonglerie très, très importante. Les premières phases de design de ces devices sont extrêmement compliquées. Il faut vraiment qu'on mette le client dès le départ. Et concernant Aura, on a fait des tests à chaque fois, dès le départ avec les clients, sur des maquettes, pour leur dire qu'est-ce que vous comprenez. Si dès le départ, le client fronce les yeux et se dit mais qu'est-ce que vous avez voulu faire, il faut repartir en arrière et lui dire ok, qu'est-ce qui vous plairait. Donc c'est voilà. Apporter de la valeur ajoutée sans révolutionner le client. Le client, il n'est pas là pour qu'on lui réinvente ses courses.
Alors, Ikea a proposé inventer une application iPhone, finalement, où on peut commencer à faire ses courses sur le site internet de l'enseigne. On aura son panier. Ce panier sera ensuite transféré sur le mobile, sur l'application mobile. Et puis, l'innovation qui est sortie ou qui va sortir, c'est qu'une fois que vous avez transféré le petit sofa que vous avez repéré online, qui est dans votre mobile, eh bien là, vous allez avoir un téléguidage en magasin, puisqu'ils se sont rendus compte chez Ikea que finalement, quand on aborde un vendeur, dans 90% des cas, c'est pour demander où est le produit. Et donc, on va avoir une espèce de GPS qui va être proposé dans le magasin. Alors évidemment, en tant que spécialiste du marketing, on a envie de dire attention, et le parcours Ikea, et les achats d'impulsion, etc., parce qu'on met des œillères. Hein. Mais justement, est-ce que chez vous, c'est possible qu'un client commence à charger son chariot virtuel sur Internet, puis le transfère sur son mobile? C'est totalement transparent. On se rend compte de plus en plus que nos clients passent d'un PC à un autre, d'un PC à un Mac, de l'iPhone, de l'iPad. C'est totalement transparent. À chaque fois, il retrouve sa commande telle qu'elle est. Et d'ailleurs, il peut la modifier. Et il peut même la modifier après l'avoir validée. Ça, c'est un service qui est très apprécié. Maintenant, vous parlez de la géolocalisation du client. Nous, on ne géolocalise pas le client. On géolocalise nos livreurs. Et on est les seuls à le faire. Au départ, on a géolocalisé tous nos camions en se disant on va peut-être optimiser les trajets de nos camions si on sait exactement où ils sont à l'instant T et on est capable de leur donner l'itinéraire le meilleur. Et puis on s'est rendu compte que ça pouvait devenir un service énorme pour le client et notamment ça permet d'affiner le créneau de façon considérable. Déjà le client, si vous choisissez un créneau de 2 heures, vous n'avez pas envie que le livreur arrive avant ou après. Donc respecter le créneau, c'est fondamental. Si ce créneau de 2 heures au cours de la journée, vous allez le réduire à une demi-heure, parce que vous savez exactement où est le livreur et qu'au cours de la journée, vous recevez des pushs qui vous indiquent que le livreur il est en train d'arriver chez vous, vous n'avez même plus besoin de rester chez vous. Et dans la livraison à domicile, c'est fondamental. Qui n'a jamais, même chez des e-commerçants de renom, passé des journées entières à attendre un livreur? On ne sait pas où il est, on se bat avec le service client. Et au moment où le produit arrive, même s'il est très bien emballé, qu'il est formidable, ce qu'on a retenu, c'est le temps qu'on a perdu. Là, finalement, vous n'avez même plus besoin de rester chez vous. Vous pouvez aller faire du shopping, vous pouvez aller faire du sport. Vous avez votre iPhone sur vous, votre iPad s'il vous manque beaucoup. Et on va vous indiquer quand véritablement va arriver le livreur. Et on a un taux de qualité qui a plus de 95% là-dessus. Donc voilà, c'est extrêmement libératoire. Finalement, on me livre exactement quand je veux et j'ai même plus besoin d'attendre le livreur. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup plu à nos clients, tellement plu que quand on a lancé l'appli, on leur a fait une blague. Le premier focus group, on leur a dit « Ok, combien êtes-vous prêts à payer pour cette appli ?» D'abord, ils ont crié très fort en disant « Vous vous foutez de moi, je vais payer une appli e-commerce ». Mais quand ils ont vu justement cette fonctionnalité qui permet finalement de savoir que le livreur arrive chez vous, ils ont dit ok, on est prêt à vous mettre quelques euros. Alors bien entendu, on ne les a pas fait payer, mais au moins ça nous a permis de quantifier la valeur de ce service. Et aujourd'hui, c'est un service qui est extrêmement important pour nos clients et très différenciant. D'accord, merci. Alors peut-être une petite dernière question avant de passer la parole au public. Vous avez su parler à différentes reprises du vendeur. Alors moi, ce vendeur, il m'intéresse, je l'étudie depuis des années. Et très clairement, le pauvre vendeur que tout le monde a oublié, eh bien, il est en situation très, très inconfortable quand son entreprise se multicanalise. Il a en face de lui des gens qui auront passé une après-midi à rechercher de l'information sur un produit. Et très clairement, le client en sait plus que le vendeur, il en sait plus et parfois il lui montre. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un comportement de défiance en magasin. Donc, question, comment réinventer le métier de vendeur? On sait que le client, il a fait, finalement, il a pris en charge lui-même online ce que faisait avant le vendeur. Il aura repéré les produits online, il aura recherché des informations et il aura fait une présélection. Donc le travail habituel du vendeur, tel qu'on l'a enseigné jusqu'à présent, avec effectivement présentation des produits, traitement des objections, etc., n'existe plus puisque le client a lui-même finalement traité ses objections. Donc comment peut-on voir le vendeur? Est-ce que notre vendeur, il est très très mal, sachant que par ailleurs les indicateurs montrent que les gens dans le commerce recherchent de nouveau de l'humain, du lien social. Donc ce vendeur, on a l'impression qu'il est très très perturbé par la multicanalisation de son enseigne, mais à la fois on en a besoin. Alors comment et quel rôle on va lui donner demain dans un cross-canal qui serait une expérience client très 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 agréable?
Alors, pour prendre l'exemple des galeries, il y a une douzaine de milliers de vendeurs. Son rôle numéro un, l'un de ses rôles, c'est d'être l'ambassadeur de cette transformation et de ce changement. Et il y a un exemple qui vient souvent, ou qui a souvent été cité, c'est celui de Best Buy aux États-Unis. Best Buy, qui est le Darty américain, qui était devenu à un moment une sorte de showroom Amazon, de showroom pour Amazon, parce que les clients allaient dans le magasin, Best Buy, prenaient leur téléphone portable, flashaient le QR code avec une application Amazon, et ils avaient le même produit, $30 moins cher, livré 2 jours plus tard chez eux. Et le Best Buy a pris cette transformation, ou on va dire ce virage de plein fouet, et a été obligé de fermer des magasins. Voilà, les vendeurs étaient effectivement très mal, et puis c'est très compliqué d'avoir le même niveau de connaissance sur un produit très technique qu'un client qui a fait son parcours en ligne pendant les 15 derniers jours et qui connaît très bien le produit sur lequel il veut se renseigner. Et alors Best Buy a eu une réaction qui était plutôt saine et qui leur a plutôt bien réussi, c'est qu'ils ont analysé complètement les parcours des clients et ils ont observé et interrogé beaucoup des clients qui finalement commençaient à déserter un peu leur magasin. Et ils se sont aperçus d'une chose, c'est que le problème n'est pas que le client en sache plus sur le produit que le vendeur. Ça n'est pas un problème. Le problème de Best Buy était que ces vendeurs étaient mauvais. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas à construire, à élaborer une relation avec leurs clients. Lorsqu'ils ont adressé ce point-là, vous parliez de la relation humaine qu'ils ont entre les clients et les vendeurs, lorsqu'ils se sont penchés sur cette question et qu'ils ont mis en œuvre un certain nombre de formations, d'explications, d'accompagnement, ça a changé les choses. Et ça a changé radicalement les choses. Et on trouve aujourd'hui aux États-Unis des tas d'exemples d'enseignes qui ont réussi ce virage-là, le virage de la transformation du travail du vendeur dans le magasin de façon absolument remarquable. Il y a des gens comme Bloomingdale's. Vous allez dans un magasin Bloomingdale's, vous êtes face à un vendeur qui va vous accompagner, vous montrer des produits. Alors peut-être qu'il en sait plus que vous ou pas, la question n'est pas là. Il va vous accompagner. Il va vous accompagner et il va vous suivre une fois que vous aurez quitté le magasin. C'est-à-dire qu'il va collecter sur vous, si vous le souhaitez, un certain nombre d'informations et en particulier votre adresse email ou votre numéro de téléphone, et il va continuer la relation qu'il a initiée dans le magasin avec vous lorsque vous serez sorti du magasin. Et si c'est, je ne sais pas moi, André qui vous a accueilli dans le magasin, vous allez recevoir un mail d'André qui va vous présenter des produits que vous avez vus, qui vous ont plu, que vous n'avez peut-être pas acheté, qui étaient trop chers, bref. C'est André qui va continuer la relation une fois que vous serez sorti du magasin. Cette relation, elle passe sur le plan de l'individu, donc de la relation personnelle, et donc le lien qui existe ou qui se crée à ce moment-là entre le client et l'enseigne par l'intermédiaire du vendeur est remarquable. Est remarquable parce que c'est un lien de personne à personne. C'est pas un lien d'un type dans un magasin qui va vous dire combien est la définition de l'écran ou quelle est la matière de votre robe. Le client, il est capable de faire ça tout seul. Il n'a plus besoin ou pas nécessairement besoin qu'on le fasse pour lui. Il a besoin qu'on l'accompagne dans la relation à l'intérieur du magasin. Oui, merci Isabelle. Oui, je crois que il ne faut pas oublier non plus, quand on pense à ces stratégies multicanales, il ne faut pas oublier le vendeur et il ne faut pas oublier de l'équiper lui aussi. Parce que finalement, moi je vois dans la stratégie que j'ai développée dans mon entreprise précédente, où on est parti de l'Internet et puis ensuite on a équipé les télévendeurs et puis les boutiques. Finalement, souvent, on a tendance à penser au client final, et c'est pour lui qui fait le service, donc c'est important, mais il ne faut surtout pas oublier le vendeur. Et si le vendeur, vous lui donnez les bons outils, et que, effectivement, quand le client arrive en boutique, le vendeur sait ce qu'a fait le client avant, le connaît, est capable, ne serait-ce que de l'accueillir en disant « Bonjour, monsieur un tel, parce que vous êtes client chez nous depuis 20 ans », s'il a toutes ces informations et s'il a les bons outils pour l'accueillir, je pense que la relation, effectivement, se renoue. Et il fait un travail de vente, mais plutôt via du conseil. Ah tiens, je sais que vous avez vu tel produit sur Internet. Alors bon,
on peut plus ou moins le dire comme ça, mais enfin en tout cas, il faut qu'il soit au courant et qu'il le sache. Vous êtes intéressé par tel produit, c'est bien le bon ou j'en ai un autre, ou je vous propose l'accessoire qui va avec. Et on se rend compte que quand on lui donne accès à cette intelligence et à cette connaissance client, il est capable aussi de faire des ventes additionnelles, énormément de ventes additionnelles. Donc il faut vraiment l'outiller, lui changer, enfin le mettre sur un mode conseil, lui apprendre à utiliser ces outils. Et ça change son rôle, mais enfin ils sont capables de le faire. Mais il faut, enfin, un point de complément, il faut l'outil et il faut le payer aussi. Parce qu'un vendeur qui fait une vente et qui n'est pas rémunéré sur la vente qu'il va réaliser ou qu'il va permettre de réaliser sur un autre device ou un autre canal, pourquoi il ferait le boulot de vendeur? Au bout du compte, il faut vraiment qu'il en sente le bénéfice de façon très claire. Alors, il y a quelques années, j'avais fait des visites mystères, justement, pour voir comment un vendeur en magasin accueillait des clients venant du site Internet. Les résultats étaient catastrophiques. Pourquoi voulez-vous qu'un vendeur en magasin s'occupe de vous s'il sait que de toute façon, vous ferez votre transaction online? Donc, autant dire que le client, il ne venait plus en boutique de l'enseigne, mais il n'allait plus non plus sur le site. Donc, les deux canaux avaient perdu le client. Au-delà de ça, effectivement, les études montrent aussi que le fait d'équiper les vendeurs, c'est un moyen d'avoir une autre relation avec le client. Et je vois de plus en plus des vendeurs, et je vous invite rien qu'à aller chez Apple, voir que être non pas chacun l'un derrière l'écran et l'autre derrière l'écran, où c'est finalement le vendeur qui a toute la connaissance, toute l'expertise. Là, au contraire, on va équiper les vendeurs avec un écran commun. Et en fait, on va naviguer ensemble. Et naviguer ensemble, c'est juste un poème. Il se passe des choses, c'est une source de complicité. On redécouvre ensemble et c'est le client qui montre au vendeur. Mais le vendeur est très très content et le client est extrêmement valorisé de pouvoir faire découvrir des choses. Donc la relation est complètement inversée. Je vous laisse parler, puis on laisse la parole à la salle parce que je crois qu'on est... Je vais être court. Pour synthétiser ce qu'ont dit mes camarades, je dirais qu'effectivement, le digital, pour un vendeur terrain, au départ, ça peut être extrêmement anxiogène. Parce que, dans un premier temps, on peut se dire ça va venir attaquer mon variable. C'est un concurrent, finalement. Et dans beaucoup de boîtes, c'est ça. Hein. Le digital, c'est le magasin qui est dans un coin qui vient nous saboter le travail. Le deuxième risque, c'est de se dire, je les vois, les courbes là, qui mettent au journal télé sur la progression du digital. Le digital, ça ressemble surtout à ce canal qui va m'amener directement au Pôle emploi. Donc, pour beaucoup de vendeurs, effectivement, on va au digital à reculons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a souvent pas ce travail d'éducation. L'exemple de l'Apple Store est un très bon exemple. Pourquoi est-ce que ça fonctionne dans l'Apple Store? Parce que les vendeurs se sont appropriés l'outil. On n'est plus effectivement dans un faux dialogue, dans un double monologue où j'ai mes informations, tu as tes informations et on les confronte. Là, ce n'est pas véritablement un bon dialogue commercial. On est plus dans quelque chose on partage l'information, d'où l'intérêt d'avoir par exemple une tablette avec le Glove. Vous êtes reconnu, on sait les informations que vous avez, on les partage, on essaie de les enrichir. Là, c'est extrêmement constructif. Pour tous ceux qui sont déjà dans l'Apple Store, c'est assez extraordinaire. Quand on passe à la caisse, on est presque content de payer. C'est rare, ça. À la limite, on se dit, c'est que ça. L'expérience est tellement bonne, il y a eu un tel partage qu'on a l'impression qu'on s'est fait un nouveau copain et qu'on a tous appris quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un vrai travail d'éducation et le digital est devenu un outil de plus pour la vente et non pas le grand méchant loup qui va m'envoyer au Pôle emploi. Bien, je vous remercie. On va peut-être, avant de conclure, laisser la parole à la salle. Donc il reste quelques minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc pas de questions, donc il nous reste à remercier les intervenants. Donc un grand merci de nous avoir consacré du temps. Merci beaucoup pour cette présentation.